Voyons, est-il possible de savoir combien de navires et d'avions ont disparu dans le triangle des Bermudes? Leurs disparitions ont-elles été causées par des erreurs humaines ou des phénomènes météorologiques? Nous allons voir tout ça aujourd'hui. L'histoire du SS Cotopaxi est étrange. Ce navire a disparu en 1925 alors qu'il voyageait de Charleston, en Caroline du Sud, à La Havane. Il n'a jamais atteint sa destination. Des années plus tard, dans les années 1980, une épave a été retrouvée à 65 km au large de Sainte-Augustine, en Floride. Comme les spécialistes n'ont pas pu déterminer ni sa provenance précise, ni ce dont il s'agissait exactement, ils l'ont surnommé le Bear Wreck, ou épave de l'ours. Il a fallu de nombreuses années de travail supplémentaires, effectués principalement par des biologistes marins, pour confirmer que ce navire était bien le SS Cotopaxi. Cela n'a été vérifié qu'en janvier 2020. Comment le navire a-t-il pu réapparaître? Et comment est-il arrivé là? Puisqu'il ne devrait même pas passer par le triangle des Bermudes. Voyons d'abord qui a inventé ce terme, triangle des Bermudes. Peut-on réellement localiser ce triangle sur une carte? Non, et ce n'est pas non plus un lieu officiellement reconnu. Le triangle des Bermudes n'apparaît sur aucune carte du monde. Personne ne s'est mis d'accord sur ses limites exactes. Il n'existe que des hypothèses, et sa superficie totale varie selon les estimations de 1,3 à 3,9 millions de kilomètres carrés. Selon toutes les sources disponibles, cette zone aurait une forme vaguement triangulaire. C'est en 1964 qu'un auteur américain du nom de Vincent Hayes Geddes en a eu l'idée en écrivant un article pour le magazine Argosy. Il a utilisé le nom de triangle des Bermudes pour décrire une région de l'océan qui aurait détruit des centaines de navires et d'avions sans jamais laisser de traces. Si c'est assez difficile de connaître le nombre de navires et d'avions disparus, c'est parce que plus d'un s'est volatilisé sans qu'on puisse suivre sa trace. Leurs épaves n'ont tout simplement pas été retrouvées. Mais les histoires qui circulent à leur sujet devraient nous aider. Les premières légendes concernant le triangle des Bermudes remontent au XVe siècle. Par exemple, celle de l'explorateur italien Christophe Colomb. Alors qu'il naviguait dans l'Atlantique, il est passé par cet endroit en 1492. Dans la zone que nous nommons aujourd'hui le triangle des Bermudes, il a aperçu une énorme flamme frapper l'océan avec violence. Plus tard, et au même endroit, il a vu une étrange lumière clignoter. Comme ce fut le cas pour de nombreux autres marins depuis lors, sa boussole s'est inexplicablement déréglée. L'Escadrille 19, 5 avions torpilleurs de l'US Navy qui effectuaient un vol de routine en 1945, sont également venus nourrir la légende du triangle des Bermudes. Le commandant de l'expédition était le lieutenant Charles Taylor, et on a écrit qu'il se serait perdu de manière inexplicable. Comme les pilotes n'avaient pas de GPS à l'époque, ils dépendaient de leur boussole et devaient garder le compte du temps qu'ils avaient passé à voler dans telle ou telle direction, ainsi que de leur vitesse. Peu de temps après avoir accompli leur mission, leur boussole aurait cessé de fonctionner correctement. Les documents trouvés après la disparition de l'escadrille indiquent également que Taylor ne portait pas de montre ce jour-là. Selon le rapport initial, une erreur de pilotage aurait été la cause de ce malheureux incident. Cependant, cela ne convainquit pas tout le monde. Et on modifia le rapport où il fut écrit « cause ou raison inconnue » après plusieurs examens. Un autre pilote, nommé Bruce Gernon, a affirmé qu'il avait traversé une sorte de brouillard électronique en passant au-dessus du triangle, ce qui l'avait fait voyager dans le temps. En 1970, lorsque cet incident s'est produit, il pilotait son avion lorsqu'il s'est retrouvé au milieu de 2 énormes nuages et d'un violent tourbillon. Comme beaucoup d'autres avant lui, il a remarqué que son système de navigation fonctionnait mal. Lorsqu'il a finalement réussi à sortir de ces nuages, il a découvert que son vol n'avait duré que 35 minutes, alors qu'il aurait dû prendre 75 minutes au total. Comme il ne disposait d'aucune explication raisonnable, il s'est dit qu'il devait avoir été comme projeté dans le temps. Mais on n'a pas seulement vu d'étranges nuages au-dessus du triangle des Bermudes. En 2014, un pilote a rapporté avoir failli entrer en collision avec un objet volant qu'il était absolument incapable d'identifier. Certaines de ces rencontres étranges ont même été filmées. Ce fut le cas lors d'un vol au début de l'année 2015. Les passagers ont remarqué un curieux objet flottant juste au-dessus de l'océan. Les pilotes ne savent toujours pas ce dont il pouvait s'agir. Mais toutes les pistes ne sont pas aussi fantaisistes. Des océanographes, par exemple, ont aussi essayé d'expliquer pourquoi les bateaux disparaissaient à cet endroit. Ils sont donc récemment revenus à l'une de leurs premières théories, les vagues scélérates. Il s'agit d'immenses murs d'eau qui surgissent soudainement.
Si plusieurs vagues se lèvent simultanément, elles se chevauchent comme un énorme sandwich de vagues. Si une seule vague peut atteindre plus de 10 mètres de haut et que plusieurs vagues se dressent ainsi en même temps, cela peut créer une vague scélérate pouvant dépasser les 30 mètres. Ce type de vague peut rapidement engloutir même le plus gros des navires. Les météorologues ont également leur propre explication, les nuages hexagonaux. Ces nuages inhabituels peuvent générer des vents allant jusqu'à 270 km/h. Et ils embrassent une superficie assez importante, certains pouvant atteindre entre 32 et 88 km de diamètre. Ainsi, les vagues prises dans ces vents peuvent s'élever jusqu'à 14 mètres. La force magnétique de la Terre pourrait aussi y être pour quelque chose. Dans le triangle des Bermudes, les boussoles pointent vers le vrai nord, le pôle nord géographique, plutôt que vers le nord magnétique, le pôle nord magnétique qui, lui, est changeant. Certains ont même expliqué que puisque ces deux pôles se chevauchent parfaitement dans le triangle des Bermudes, cela peut provoquer un phénomène magnétique qui pourrait faire dysfonctionner les systèmes de navigation. C'est ce qu'on appelle la ligne agonique. Le problème est que les scientifiques ont découvert que cette ligne se déplaçait chaque année. Elle a pu passer par le triangle des Bermudes à un moment donné, mais elle passe maintenant par le golfe du Mexique. D'autres phénomènes naturels étranges découverts le long de la côte norvégienne pourraient aider à expliquer pourquoi tant de navires ont péri dans le triangle des Bermudes. On y trouve des cratères qui mesurent jusqu'à 800 mètres de large et 48 mètres de profondeur. Les scientifiques pensent qu'ils ont été créés par des bulles de méthane. Ce gaz s'échapperait de dépôts enfouis profondément dans les fonds marins. Lorsque la poche de gaz atteint une certaine quantité, elle éclate à la surface et provoque des éruptions. Les pilotes et les capitaines évitent-ils cette zone aujourd'hui ? Cela pourrait-il expliquer pourquoi il y a moins de navires qui s'y perdent de nos jours ? Mais si tu as déjà pris l'avion de Miami à San Juan, à Porto Rico, tu sais probablement que ce n'est pas le cas. Quant aux bateaux, s'ils évitaient le triangle des Bermudes, c'en serait fini des vacances aux Caraïbes. Encore aujourd'hui, de nombreux vols passent au-dessus du triangle des Bermudes. Il est donc clair que personne ne l'évite. Cet endroit est l'une des voies de navigation les plus fréquentées au monde. De nos jours, le triangle des Bermudes connaît un trafic quotidien d'une grande intensité, que ce soit par voie maritime ou aérienne. Mais le triangle des Bermudes est effectivement soumis à des tempêtes tropicales et des ouragans très fréquents. N'oublions pas que le Gulf Stream, un fort courant océanique qui provoque de brusques changements météorologiques, passe par le triangle des Bermudes. De plus, le point le plus profond de l'océan Atlantique, la fosse de Milwaukee, est également situé dans le triangle des Bermudes. La fosse de Porto Rico, dont celle de Milwaukee fait partie, atteint presque 8380 mètres de profondeur à cet endroit. Donc, si on y réfléchit bien, tout ce mystère est une combinaison parfaite d'erreurs humaines, de mauvais temps et d'un trafic maritime considérable. Cela a été confirmé par les données fournies par les gardes-côtes américains. Si tu examines les statistiques, tu verras que le nombre de navires ou d'avions ayant disparu dans le triangle des Bermudes n'est pas plus grand que dans d'autres régions du monde. Les disparitions n'y sont pas plus fréquentes qu'ailleurs dans l'océan Atlantique. Selon les statistiques officielles, environ 50 navires et 20 avions auraient disparu en traversant cette zone. C'est une autre raison pour laquelle le nombre exact de naufrages est si difficile à déterminer. Si un navire est demeuré disparu, personne ne peut décrire son sauvetage dans les registres officiels. Il y a aussi des événements qui, tout simplement, n'ont pas eu lieu du tout. Et les rapports ne sont pas toujours fiables. Par exemple, les journaux locaux ont été étonnamment silencieux au sujet du crash d'un avion en 1937, au large de Daytona Beach, en Floride. Un faisceau de lumière électrique perce l'obscurité au-dessus des eaux calmes de l'océan Atlantique. Le Titanic se ferait tranquillement un chemin à travers les vagues, ses passagers endormis, quand soudain, une forme blanche monstrueuse se détache dans le faisceau lumineux. L'iceberg fatidique est sur le point de déchirer le flanc du navire légendaire. Nous sommes le 14 avril 1912, 2 jours seulement avant que quelqu'un ne prenne la photo d'un iceberg gigantesque à la forme elliptique plutôt inhabituelle. Il se trouve que cet iceberg s'est très probablement formé à partir de neige tombée il y a plus de 100 000 ans. Les chercheurs ont eu recours à des simulations informatiques pour déterminer son origine. Ils ont entré des données de 1912 et y ont ajouté quelques informations sur les vents et les courants océaniques.
Ce qu'ils en ont conclu, c'est que l'iceberg faisait probablement partie d'un petit groupe de glaciers dans le sud-ouest du Groenland. De nos jours, il est possible de calculer les itinéraires de ces icebergs pour chaque année passée. Ainsi, le tristement célèbre morceau de glace était en route du Groenland vers une région plus au sud de Cornouailles. Si le navire était passé par cette région seulement 2 jours plus tard, l'iceberg se serait évidemment éloigné du point où ils se sont croisés. Au début, le poids de l'iceberg le plus connu du monde était de 75 millions de tonnes. Avec le temps, il a commencé à fondre lentement, et quand il a coulé le Titanic, son poids n'était plus que de 1,5 million de tonnes. Au moment de la collision, il avait probablement commencé à fondre depuis des mois. Mais c'était tout de même un vrai colosse. Quand le Titanic a coulé, l'iceberg faisait 120 mètres de long, et il émergeait des eaux à plus de 30 mètres de hauteur. Certaines personnes pensent que c'est une superlune qui aurait fait couler le Titanic. Cette nuit-là, un événement lunaire rare s'est produit, qui n'était pas arrivé depuis 1400 ans. Dans des conditions normales, un tel iceberg n'aurait pas pu s'aventurer aussi loin au sud sans fondre et perdre l'essentiel de sa masse. Mais cette superlune aurait pu être à l'origine d'une marée inhabituellement haute, qui a éloigné l'iceberg du glacier bien plus vite que d'habitude. Il existe un type spécifique de bactéries qui consomment lentement les restes du Titanic. La corrosion saline, les courants océaniques, les températures glaciales et enfin ce micro-organisme mangeur de rouille pourrait à terme consommer l'épave entière. L'actrice américaine Dorothy Gibson se trouvait à bord du Titanic. Elle a survécu et lorsqu'elle est arrivée à New York, elle a presque immédiatement commencé à tourner un film intitulé « Rescapé du Titanic ». Ce film est sorti seulement 1 mois après le naufrage du paquebot et Gibson s'est astreinte à porter les mêmes chaussures et les mêmes vêtements qu'elle avait pendant la catastrophe. Le film a connu un grand succès à l'époque, mais la seule copie connue de celui-ci a fini par être détruite dans un incendie. Une nouvelle intitulée Futility a été publiée 14 ans avant le naufrage du Titanic et elle semblait avoir prédit tout l'incident. L'intrigue était centrée sur un navire fictif au nom prédestiné de Titan, qui sombrait pendant sa traversée. Le Titan avait presque la même taille que le Titanic, et tous deux coulaient en avril. Et la raison en était, pour l'un comme pour l'autre, qu'ils avaient heurté un iceberg. Les 2 navires, réels et fictifs, étaient décrits comme insubmersibles, et tous deux disposaient pourtant du nombre de canaux de sauvetage légalement requis, qui, comme il s'est avéré plus tard, étaient loin d'être suffisants. Nous l'avons bien vu dans le film, mais des histoires d'amour véritables se sont aussi déroulées sur le Titanic. 13 couples ont même entrepris la traversée dans le cadre de leur lune de miel. L'un de ces couples était même propriétaire du grand magasin Macy's à New York. Lorsqu'il est devenu évident que le Titanic sombrait rapidement, l'épouse a refusé de monter dans un canot de sauvetage sans son mari. Mais il ne voulait pas la rejoindre tant qu'il y avait encore des femmes et des enfants qui, selon lui, auraient dû partir en premier. Sa femme a alors cédé son manteau à sa domestique et elle a insisté pour qu'elle prenne sa place dans le canot de sauvetage. La dame, quant à elle, a décidé de rester avec son mari jusqu'à la fin. Certaines personnes pensent que le Titanic a coulé à cause d'une momie et non d'un iceberg. Tout a commencé près de 1000 avant Jésus-Christ avec une femme mystérieuse qui vivait alors en Égypte, dans la ville de Thèbes. On savait peu de choses sur elle, mais on a déduit qu'il s'agissait d'une prêtresse. Sa momie avait été placée dans un sarcophage de bois et recouverte d'un lourd couvercle orné de son visage et de quelques inscriptions mystiques. L'emplacement de sa tombe était resté secret jusqu'à la première moitié du 19e siècle, lorsqu'un groupe d'habitants est tombé dessus par hasard, mettant fin à des millénaires de tranquillité. Personne ne sait comment, mais la momie a disparu ce jour-là sans laisser de traces. Quelques décennies plus tard, un groupe de riches amis anglais qui s'étaient rendus en Égypte a retrouvé le fameux sarcophage de cette momie, dont les yeux sombres semblaient contempler l'éternité. Ils ont décidé de l'acheter, mais l'acheteur a disparu la nuit même avant d'avoir pu conclure l'affaire. Tous les membres du groupe ont connu des accidents de leur côté. Le sarcophage est passé de main en main plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il finisse, comme certains le pensent, sur le Titanic. Il aura fallu plus de 70 ans à un robot sous-marin pour retrouver les ruines de ce navire légendaire. L'épave repose à près de 4000 mètres sous la surface de l'océan Atlantique, scindée en 2 moitiés.
Pourquoi le paquebot s'est-il brisé? Personne ne le sait exactement. Certains pensent que c'est arrivé à cause de l'eau qui s'est infiltrée à l'intérieur lorsque le navire est entré en collision avec l'iceberg. La pression était si puissante qu'elle aurait fendu le Titanic en deux en commençant par la structure inférieure du navire. D'autres affirment que ce sont les rivets de la coque qui sont responsables. Ils avaient une forte concentration de scories métalliques, les résidus de la fusion. Et c'est quelque chose qui peut affaiblir le métal. Le navire présentait de nombreux défauts de manière générale, à commencer par sa conception. Les cloisons étanches n'étaient pas complètement scellées sur le dessus. Cela a permis à l'eau de circuler entre les compartiments et au final, de couler le navire tout entier. Le fer des rivets et l'acier de la coque ont été mis à rude épreuve à cause de leur forte teneur en soufre, des températures glaciales et des vitesses élevées. L'acier a éclaté et les rivets se sont détachés assez facilement. À cause de cela, le Titanic a coulé 24 fois plus vite qu'il ne l'aurait fait autrement. Et si le navire avait heurté l'iceberg de plein fouet au lieu de le percuter de flanc, il serait probablement resté à flot. Comment se fait-il que les membres de l'équipage n'aient pas eu de jumelles? Cela les aurait sûrement aidés à repérer l'iceberg à temps et peut-être même à éviter la catastrophe. Mais les instruments d'optique du Titanic étaient enfermés dans un compartiment de rangement. Seul un membre de l'équipage en avait la clé et il avait été transféré du navire juste avant son départ. Il a admis plus tard qu'il n'avait pas pensé à restituer cette clé. Mais même sans jumelles, le navire aurait pu avoir le temps de changer de cap et d'éviter la collision si l'équipage avait été prévenu à temps. Et c'est là le problème. Quelqu'un les avait bel et bien prévenus. Environ 1 heure avant l'incident, un navire qui était relativement proche du Titanic, le SS Californian, a envoyé un message pour les informer qu'il s'était stoppé à cause d'un champ de glace dense. Mais l'avertissement n'est jamais parvenu au capitaine du Titanic. Certains experts pensent que c'est parce que l'opérateur radio n'a tout simplement pas réalisé l'urgence. Et plus tard, le SS Californian a déclaré qu'il n'avait pas reçu d'appel à l'aide du Titanic en retour, car leurs opérateurs n'étaient pas en service. Certains estiment que l'équipage du Titanic aurait pu ne pas repérer l'iceberg à temps à cause d'une illusion d'optique. Les conditions atmosphériques de cette nuit-là auraient provoqué une super réfraction, ce qui aurait pu camoufler l'iceberg. Après tout, personne n'a réellement vu l'iceberg jusqu'à ce qu'il soit trop près du navire pour pouvoir en éviter la collision. Il ne s'est même pas écoulé 1 minute entière entre le moment où ils ont aperçu l'iceberg et le crash en lui-même. 37 secondes pour être précis. Et il aura fallu 2 heures et 40 minutes au Titanic pour disparaître sous l'océan. Plus de 50 navires et 20 avions ont disparu dans le triangle des Bermudes depuis le milieu du 19e siècle. Cette région ne figure sur aucune carte papier et n'est pas une région officielle de l'Atlantique. Cette énorme zone aquatique est située non loin de la côte sud-est des États-Unis et effraie encore de nombreux marins. Mais tu n'as pas peur et tu veux prouver qu'il n'y a rien de spécial à cet endroit. Tu navigues jusqu'au centre du triangle des Bermudes sur un petit bateau de pêche. Tu éteins le moteur et tu attends. Plusieurs heures passent. Le soleil descend sous l'horizon. La nuit arrive. Tu es sur le point de retourner sur le rivage, mais soudain, tout devient trop calme. Puis, tu entends un clapotis. Tu regardes par-dessus bord et tu vois des centaines de poissons qui nagent vers la surface. Quelque chose de gros les a fait fuir. Quelque chose qui vient tout droit des profondeurs. La seconde suivante, tu remarques de grands yeux brillants et de longs tentacules qui s'étirent vers ton embarcation. Il semble que l'un des plus terribles mythes sur le triangle des Bermudes s'avère vrai. Un énorme calmar qui entraîne les bateaux vers le fond. Les histoires sur ces calmars sont apparues bien avant l'émergence des mythes du triangle des Bermudes. Pendant des siècles, les marins de Norvège et du Groenland ont raconté des histoires sur un monstre marin effrayant, le kraken. Dans ces histoires, le kraken brisait les ponts des navires avec ses tentacules géants et les entraînait au fond. L'approche de cette créature est impossible à prévoir car elle vient vers toi non pas par le côté, mais par le bas. Mais tout cela n'était que des légendes. Ce n'est qu'au 19e siècle que des preuves scientifiques de l'existence de ces monstres sont apparues. Le bec d'un calmar inconnu a été trouvé sur la côte du Danemark. La taille de la trouvaille était de 7,6 cm de diamètre, ce qui correspond à la taille d'une paume humaine. Il est alors devenu évident que le kraken était réel. Et ce n'est qu'une variété de calmars géants. Depuis, plus de 21 espèces de calmars géants ont été décrites.
Mais la première vidéo montrant ce monstre a été enregistrée en 2004 dans les eaux de l'Atlantique Nord, non loin du triangle des Bermudes. Les biologistes marins ont utilisé un leurre pour attirer le calmar hors des profondeurs. L'énorme monstre mesurait environ 9 mètres de long, ce qui correspond à la moitié de la longueur d'une voiture de métro. Il est soudainement apparu de l'obscurité de l'océan et a rapidement attaqué le leurre, le serrant avec ses tentacules. Après cela, de nombreuses apparitions de calmars ont été enregistrées en photo et en vidéo. D'énormes calmars se sont échoués sur le rivage ou ont nagé devant des navires. Selon certaines archives, le plus grand monstre jamais trouvé mesurait 18 mètres de long et pesait presque 1 tonne. C'est la taille d'un grand bus. Certains scientifiques pensent que les calmars géants peuvent atteindre 45 mètres de long, ce qui représente presque 2 fois la taille d'un terrain de basket. Mais cette grande taille n'est pas suffisante pour couler un navire. La première chose qui aide les calmars à y parvenir est l'effet de surprise. Les calmars viennent des profondeurs, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être vus depuis le pont. En revanche, le monstre peut voir le bateau de loin. Il a les plus grands yeux du monde, puisqu'un seul de ses yeux a la taille d'un ballon de basket. La vue d'un calmar géant lui permet de voir ses proies dans les sombres profondeurs de la mer, et à une grande distance. La plupart des créatures de la planète ne peuvent pas voir dans de telles conditions. Le calmar remarque ton bateau et te prend pour une proie. Il s'approche rapidement et attaque avec ses tentacules. Le calmar a 8 membres et 2 tentacules supplémentaires plus longs qu'il utilise pour apporter la nourriture à sa bouche en forme de bec. Les autres sont recouverts de dizaines de ventouses pleines de dents pointues. Rien ne peut s'échapper si le calmar l'attrape. Il enroule ses tentacules autour de ton bateau. Avec les dents de chaque bras, il mord le pont. 2 longs tentacules peuvent t'attraper pendant que tu cours en panique. Le calmar peut faire tanguer le bateau d'un côté à l'autre jusqu'à ce que l'une de ses parties s'enfonce dans l'eau. Tu te bats contre 2 tentacules et tu tombes. Les 8 bras du calmar serrent plus fort. Tu peux entendre la coque du bateau se fissurer. Le calmar est grand, mais il ne peut tout de même pas couler un grand objet en métal. Il n'a probablement pas pu couler les énormes navires qui ont disparu dans le triangle des Bermudes. Tu vois le calmar s'éloigner dans les profondeurs. Tu as eu de la chance cette fois-ci, mais tu n'arriverais certainement pas à gérer 2 monstres pareils en même temps. L'existence des calmars géants a été prouvée il y a plus de 150 ans. Mais les gens ne savent toujours rien d'eux. Le fait est qu'ils font partie des créatures les plus insaisissables sur Terre. Ils nagent vite et passent la plupart de leur temps à des profondeurs de 400 à 900 mètres. Pour y descendre, les gens ont besoin de sous-marins robustes et d'équipements encombrants qui font beaucoup de bruit. Les calmars les remarquent beaucoup plus tôt et s'éloignent à la nage. Les scientifiques ne savent rien de leur comportement, de leur vie sociale, de leurs habitudes ou de la distance qu'ils parcourent pendant la journée. L'océan n'est exploré qu'à 5%. Il est possible que des millions de calmars géants nagent dans les profondeurs de la mer. Imagine que des centaines de tentacules géants s'étirent vers un groupe de navires naviguant dans le triangle des Bermudes. Dans les siècles passés, ils pouvaient facilement couler une flotte entière, car les navires étaient en bois et plus légers. Les calmars enveloppaient les ponts avec leurs solides tentacules, faisaient des trous dans les coques des navires avec leurs becs pointus. Les ventouses dentées pouvaient briser les mâts et déchirer les voiles. L'eau remplissait les cales et montait lentement sur le pont. Les navires coulaient en quelques minutes. Les survivants qui avaient la chance d'atteindre le rivage racontaient à tout le monde qu'il y avait d'énormes monstres. C'est ainsi que sont apparues les légendes du Kraken. Heureusement, nous disposons aujourd'hui de sonars et d'équipements spéciaux pour surveiller l'espace maritime. Tu démarres le moteur pour retourner jusqu'au rivage et tu remarques qu'une trentaine de tentacules s'étirent vers toi depuis l'eau. 3 calmars géants pressent le bateau de tous les côtés et le tirent vers le bas. Il semble qu'il n'y ait aucun moyen de s'en sortir. Tu regardes par-dessus bord et tu vois des yeux noirs qui te fixent. À ce moment-là, tu trouves une solution. Les calmars passent toute leur vie dans l'obscurité et ont peur de la lumière. Heureusement, tu as une fusée de détresse. Tu utilises pour faire fuir les monstres. Les calmars replongent dans l'eau, mais apparemment pas pour longtemps. Tu lâches plusieurs autres fusées dans l'océan et tu hurles de peur. La lumière rouge illumine les ténèbres de la mer et tu vois des centaines de tentacules en mouvement. Ils s'éloignent rapidement du feu en nageant à une distance sûre. À plein régime, tu fonces vers le rivage et libères toutes tes fusées de détresse dans l'eau. Tu ne laisses aucune chance aux calmars de s'approcher de toi. Enfin, tu arrives à la terre ferme, convaincu que tu ne reviendras jamais ici. La mauvaise nouvelle est que ces créatures ne nagent pas seulement dans le triangle des Bermudes. On a trouvé des calmars géants dans les océans du monde entier. Certes, il est possible que le calmar géant soit la principale raison de la disparition des navires. Mais cela ne fait pas du triangle des Bermudes un endroit unique. Des bateaux et des cargos disparaissent partout dans l'océan Atlantique. Et le triangle ne figure même pas dans le top 10 de ces endroits. De plus,
Cette zone est l'une des zones maritimes les plus populaires de l'Atlantique. Et plus les navires naviguent à un endroit, plus il y a statistiquement de navires perdus. De nombreux scientifiques pensent que la raison principale de ces disparitions ici est la fréquence des fortes tempêtes et des ouragans. Les Bermudes sont situées dans une zone de haute pression qui détourne les orages vers le triangle. Les vagues atteignent ici des tailles telles qu'elles peuvent retourner les navires. Le tonnerre et les éclairs fréquents mettent les avions hors d'état de nuire. Le champ magnétique de la Terre est affaibli à l'emplacement du triangle. Ce champ fonctionne comme un bouclier qui repousse les particules solaires. Ici, le rayonnement solaire traverse les couches supérieures de l'atmosphère et peut affecter négativement le fonctionnement de l'électronique. Il existe aussi une théorie qui dit que le triangle des Bermudes est le centre d'une anomalie magnétique. Mais les scientifiques ont fait de nombreuses vérifications de la carte magnétique de cette région et n'ont trouvé aucune anomalie. Si tu dessines une carte et que tu traces une ligne qui va de l'île des Bermudes à Porto Rico puis à Miami et qui revient aux Bermudes, qu'est-ce que tu obtiens ? Le tristement célèbre triangle connu pour avoir avalé des milliers de navires et d'avions au cours des siècles. Mais il y a un nouveau mystère dans cet endroit déjà énigmatique. Quelque chose se cache dans les eaux profondes et il laisse des indices bizarres de son existence. Splash ! Ton sous-marin touche la surface de l'eau. Tu descends de 30, 300, 600, 900 mètres. Il fait de plus en plus sombre. Les parois du sous-marin craquent sous l'effet de la pression. Plus de 10 000 kPa, c'est un peu comme si le poids d'un piano à queue comprimait chaque centimètre carré de ton corps de tous les côtés. Tu es arrivé à destination. Il ne te reste plus qu'à repérer la bête. Juste à temps, dans le vide obscur, tu distingues une vive lueur verte au loin. Elle se rapproche. En s'approchant, elle grossit. C'est elle. Cette créature qui a laissé d'étranges marques circulaires sur les poissons, les dauphins, les baleines et même les autres requins. Le voici. Le scalet féroce. Ne te laisse pas tromper par sa taille. Il n'est peut-être pas plus long qu'une quille de bowling, mais cette créature est un parasite. Il s'attache aux autres animaux marins avec ses dents de scie parfaitement alignées. En une seule bouchée, il se remplit le ventre, se détache et continue sa journée. Son casse-croûte ambulant s'en va, lui aussi à la nage, encore vivant. La seule preuve de ce rendez-vous, une marque en forme de cookie sur son corps. Ne pense pas être en sécurité dans ton sous-marin. Ces petits gars audacieux sont connus pour s'en prendre aussi aux sous-marins. Tu décides de ne pas prendre le risque que le requin fasse un trou dans la seule chose qui t'empêche d'être réduit en bouillie par l'eau environnante. Tu pars à la rencontre d'autres créatures étranges qui se cachent dans le triangle des Bermudes. À une profondeur 2 fois plus grande, on trouvera le poisson-dragon. Contrairement aux autres habitants des eaux profondes, ces poissons produisent de la lumière dans la gamme infrarouge. Les autres poissons sont plutôt dans le bleu et le vert. Cela donne au poisson-dragon un énorme avantage. Il émet une lumière que les autres habitants marins ne peuvent pas percevoir. Les créatures qui veulent manger le poisson-dragon ne peuvent pas le détecter aussi bien que celles dont il se nourrit. Le vampire des abysses est un habitant des profondeurs vraiment unique. Ni vampire, ni calmar, ni pieuvre, cette chose est une espèce unique en son genre. Il a les plus grands yeux par rapport à la taille de son corps de tous les animaux de la planète. Lorsque le vampire des abysses se sent menacé, il enroule ses bras autour de son corps. En fait, c'est comme s'il se mettait à l'envers. Un autre animal à éviter ici est le terrifiant ver bobit. Il s'enfouit dans le plancher océanique, laissant une petite partie de son corps à l'air libre. Il se prépare pour l'heure du déjeuner avec ses pinces buccales bien écartées. Au menu, d'autres vers et poissons qui peuvent être 7 fois plus gros que le bobit. Il utilise ses 5 antennes pour détecter la proximité de son repas et... crac! En un instant, le ver s'élance vers l'avant et attrape sa proie avec ce qui lui sert de bouche. Ce n'est pas encore fini. Une fois que ses mâchoires sont verrouillées sur son repas, le ver y injecte son venin et le tire vers le bas, dans son terrier, pour se régaler. La langue de l'océan est l'une des tranchées les plus profondes du triangle des Bermudes. C'est aussi le lieu de reproduction secret des requins-tigres. Tu les reconnaîtras instantanément grâce à leurs rayures de tigre gris foncé sur les flancs. Il s'agit de la 2e plus grande espèce de requin prédateur après le grand requin blanc. Et avec une telle taille, vient un prodigieux appétit. Les mammifères marins, les petits requins, les raies et les tortues vertes sont tous au menu. Si tu te retrouves un jour face à un requin-tigre, espérons que cela n'arrivera pas, rappelle-toi que tu peux déterminer l'âge du poisson en regardant ses rayures. Elles s'estompent avec le temps.
Donc plus le requin est jeune, plus ses rayures sont prononcées. Il y a beaucoup de zooplancton dans le triangle des Bermudes. Il s'agit généralement d'organismes de petite taille qui sont essentiels à la structure de la chaîne alimentaire de l'océan. Mais attention, si rien ne les mangeait et qu'on les laissait se développer de manière incontrôlée, le zooplancton recouvrirait le monde entier de multiples couches en seulement 4 mois. Oh, et le plus grand type de zooplancton est en fait la méduse. Les méduses existaient bien avant les dinosaures. Tu sais sans doute déjà que ton corps est composé de 60% d'eau. Eh bien, une méduse en est composée à 95%. Ainsi, si elle est rejetée sur le rivage, après quelques heures, la majeure partie de son corps va s'évaporer dans l'air. Il existe aussi une méduse qui vit éternellement. La méduse immortelle peut revenir à son stade de polype et se développer à nouveau. On dirait quelque chose qui vient d'une autre planète, mais ce n'est pas une méduse de l'espace. Celle-ci existe vraiment d'ailleurs. Dans les années 90, la NASA a élevé des méduses dans l'espace pour voir ce que l'apesanteur leur faisait. Elles ont très bien vécu là-haut dans le cosmos. Mais quand elles sont redescendues sur Terre, elles ont eu du mal à se réadapter. L'anguille européenne n'est pas allée dans l'espace, mais elle est une sacrée globe-trotteuse. Elle se déplace depuis l'Europe jusqu'à la mer des Sargasses, où se trouve le triangle des Bermudes. À l'état larvaire, elle ne fait que dériver dans l'océan pendant une période pouvant aller jusqu'à 3 ans. C'est aussi le caméléon des mers. Au fil des ans, l'anguille européenne change de couleur et passe du translucide au jaune, puis à l'argent métallique. Elle est nocturne et secrète. C'est le compagnon idéal pour dévaliser le réfrigérateur à minuit. Un calmar géant de plus de la moitié de la longueur d'un terrain de football américain s'est échoué sur une plage de Floride. Les chercheurs soupçonnent ce mastodonte de provenir de l'océan Atlantique, près du triangle des Bermudes. Les calmars géants sont les plus longs invertébrés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de colonne vertébrale. Ils ont également les plus grands yeux jamais vus sur Terre. Ils sont aussi grands qu'un ballon de foot. Une autre créature que l'on trouve près du triangle des Bermudes est la crevette de Sterer. Elles étaient si habiles à rester discrètes que personne ne soupçonnait l'existence de ces créatures jusqu'en 2011. Certaines femelles de ces crevettes cavernicoles portent un nombre impressionnant d'œufs en elles. Les scientifiques ont découvert qu'une femelle avait environ 2000 œufs attachés à son corps. Le pétrel des Bermudes est l'oiseau national des... Oui, vous l'avez deviné, Bermudes. C'est le deuxième oiseau de mer le plus rare de la planète. En fait, les gens pensaient que cette espèce avait disparu jusqu'en 1951, lorsqu'ils en ont repéré quelques-uns sur l'île. Il a un cri étrange qui te donnera des frissons dans le dos. Le mérou de Nassau ne se trouve que sur les côtes du sud de la Floride. Ce poisson est à l'affût et tend des embuscades à d'autres poissons, crabes et homards. Il est en quelque sorte apparenté à un aspirateur, car il aspire sa nourriture par son énorme bouche. Le poisson a aussi un mécanisme de défense plutôt cool. Comme le caméléon, il change de couleur lorsqu'il se sent en danger. Parfois, il prend une teinte plus claire ou plus foncée de sa couleur de base pour se fondre dans l'environnement. Ainsi, tu peux repérer un mérou de Nassau ou pas. Si par hasard tu te rends dans le triangle des Bermudes, tu verras probablement un requin-marteau. Ils utilisent cette tête emblématique en forme de marteau pour planter leur repas, des raies au fond de l'océan. La forme de leur tête leur permet également de mieux voir. Ils peuvent voir à presque 360 degrés tout autour, au-dessus et en dessous d'eux, à l'exception d'un angle mort situé juste devant leur nez. La tortue imbriquée n'a peut-être pas l'air intimidante, mais elle ingurgite tout ce qu'elle croise, avec son bec comparable à celui d'un oiseau. Des éponges de mer, des algues et même des méduses venimeuses. Beaucoup de choses présentes dans leur menu ne sont pas comestibles pour la plupart des autres espèces. Mais la graisse de leur corps peut absorber le venin et les toxines et elles s'en sortent indemnes. Le fameux triangle abrite également le ver de feu des Bermudes. Ce ne sont pas vraiment des vers, mais des larves. Ils produisent cette lumière vive à partir d'un organe situé près de leur queue. Cette lumière incite les petites créatures à venir vers eux, ce qui leur permet de capturer facilement leur repas. La plupart du temps, ils ont l'air plutôt ordinaires, mais ils ont un horaire étrangement fixe. Chaque 3e nuit après la pleine lune, en été, à une heure précise, le ver luisant s'illumine. Mais revenons à ces créatures plus cauchemardesques dans le triangle des Bermudes. Il y a le requin lutin. Il est considéré comme un fossile vivant car c'est la dernière espèce restante de sa famille animale. Il ne fait que la longueur de ton avant-bras et n'a l'air de rien. Mais si tu regardes bien, son repas s'approche trop près et boum! La mâchoire du requin sort de sa gueule et s'accroche à la créature malchanceuse. Une fois que les dents se sont refermées, la mâchoire retourne directement dans la bouche du requin. Et oui, tu partages la planète avec cette chose.
La légende du triangle des Bermudes est l'un des rares mystères que nous ne pouvons toujours pas résoudre. Revenons 600 ans en arrière. L'histoire commence avec un Italien. Il voulait traverser l'océan pour atteindre l'Asie, un continent riche en épices, en soie, en minéraux, toutes ces merveilles. L'arrivée par voie terrestre était ridiculement longue, alors il s'est dit « Hé, pourquoi ne pas construire de solides bateaux, rassembler quelques marins et partir en Asie ? Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ?» En fait, cet homme s'appelait Christophe Colomb. En 1492, avec un peu d'aide de la famille royale espagnole, il s'est embarqué pour son grand voyage. Tout se passait bien, à part le fait qu'il allait dans la mauvaise direction. Mais alors qu'il arrivait à la fin de son voyage, il a remarqué quelque chose de très étrange. Il ne le savait pas à ce moment-là, mais il naviguait dans le tristement célèbre triangle des Bermudes. Le TB, le point de non-retour, l'endroit le plus effrayant entre les Bermudes, Porto Rico et la Floride. Il y a beaucoup d'histoires de bateaux, de paquebots et d'avions qui ont disparu dans ce mystérieux royaume. Certains ont été retrouvés des années plus tard, et d'autres ont disparu de la surface de la Terre, gisant au fond de l'océan sans avoir été découverts. Enfin, on n'en sait rien. Car une chose est sûre, nous n'avons absolument aucune idée de ce qui se passe là-bas. Les gens essaient de comprendre depuis des années, mais rien, zéro, nada. Alors, qu'est-ce que Christophe Colomb a vu ce soir-là ? Qu'est-ce qui l'a tellement effrayé ? D'après ses journaux de bord, Christophe Colomb a vu un énorme éclair dans le ciel. Tu es peut-être un super dur à cuire, mais enfin, si tu navigues sans avoir aucune idée d'où tu es et que soudain tu vois un énorme éclair juste devant toi, tu fais quoi ? Moi, tu me retrouverais caché sous le pont en train de mâcher un citron ou n'importe quoi. Ce n'est pas le seul mystère des mers qui existe, loin de là. Tu as déjà entendu parler du Kraken, un calamar géant qui peut avaler un navire entier, non ? Tu as de la chance. Imagine que tu navigues sur un bateau, le vent dans les cheveux, les mains sur les hanches, comme dans ces vieux films de pirates. Et puis un énorme calamar surgit devant toi en provenance des eaux froides et sombres des profondeurs. Il enroule ses tentacules autour du navire et emporte le tout vers le fond de l'océan. Heureusement que tu as emporté un radeau de sauvetage. Et que dirais-tu d'un colossal serpent de mer qui poursuivrait ton bateau à toute vitesse à la recherche d'un casse-croûte pour ton déj ? Cette chose s'appelle un léviathan, et tu ferais mieux de prier pour qu'il n'existe pas réellement. Ou les sirènes. Des créatures de mer méchantes mais belles. Elles aiment traîner sur les rochers et chanter du karaoké. Leur voix magique attire les marins, qui naviguent directement vers les rochers pointus. Ah oui, il y a aussi de gentilles sirènes, celles qui sont géniales, qui aiment aussi le karaoké, mais ne font pas couler les navires. Les bonnes vieilles sirènes, elles existent vraiment, elles, non ? Et n'oublions pas les pirates avec des jambes en bois. Piller, voler, dire « Ah !» tous les 2 secondes. Au fait, à part ça, que font ces gars toute la journée ? Revenons à notre ami italien Christophe Colomb. Peut-être qu'il a juste vu un orage. Pourquoi n'y a-t-il pas pensé ? Eh bien, je n'ai pas 600 ans et je n'étais pas là. Comment pourrais-je le savoir ? Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'a jamais parlé de vagues énormes ou de fortes pluies, ni de vents violents, juste d'un simple éclair dans le ciel. Peut-être que des dauphins lançaient des feux d'artifice, ou une chose comme ça. Après l'éclair, Christophe Colomb a écrit que l'aiguille de sa boussole s'est mise à danser partout. Cela devient de plus en plus bizarre. Son récit se termine avec une gentille tortue dotée de lunettes de soleil qui a sauté hors de l'eau, a poussé les 3 bateaux vers la rive et a permis à tout le monde de descendre pour s'acheter des hot dogs. Je plaisante. Alors, que s'est-il passé ? Les scientifiques pensent maintenant avoir la réponse. Roulement de tambour. Un astéroïde s'est écrasé dans l'océan. Affaire classée. Mais attends, et le truc avec la boussole, quel est le rapport avec un astéroïde ? Les astéroïdes ont des formes et des tailles différentes, mais ils sont comme des œufs en chocolat. Le meilleur se trouve à l'intérieur. Ils sont remplis de minéraux et de métaux qui valent des milliards de dollars. Les scientifiques essaient même de trouver comment atterrir sur un gros astéroïde pour l'exploiter. Il faudrait que ce soit un très gros astéroïde, un truc de la taille de Rhode Island, quoi. Pourquoi ? Parce qu'il y a de fortes chances qu'il soit entouré d'un champ magnétique, ce qui faciliterait son atterrissage. Les scientifiques pensent que les champs magnétiques autour de certains astéroïdes peuvent durer des millions d'années. Mystère résolu. Peut-être. La boussole du capitaine Christophe Colomb est devenue folle à cause d'un astéroïde qui s'est écrasé juste devant lui. Ok. Cela pourrait en effet expliquer d'autres étranges histoires des Bermudes. Il y a une centaine d'années, le USS Cyclops a quitté la Barbade en direction de Baltimore et a traversé en plein milieu le triangle des Bermudes. Il n'est jamais arrivé à destination. Les équipes de recherche ont passé des années à le chercher, mais elles n'ont rien trouvé. Il a disparu juste comme ça. En 1945, 5 avions militaires ont disparu sans laisser de traces. Ils avaient justement survolé le triangle des Bermudes. Donc s'il y a un astéroïde au fond de la mer quelque part, pourquoi continue-t-il à poser des problèmes 500 ans plus tard ? Les radars et les boussoles de l'époque dépendent du champ magnétique terrestre. Le radar permet de guider les vols autour du monde.
Une lecture radar défectueuse, ce serait un problème. Essaie de mettre un aimant près d'une boussole pour voir ce qui se passe. L'aiguille de la boussole est son propre petit aimant. Et elle pointe toujours vers le nord. Mais si tu la places à côté d'un aimant assez puissant, l'aiguille tournera toujours pour lui faire face. Et si cette boussole est tout ce que tu as pour te guider vers le rivage? Les capitaines de navires chinois ont été les premiers à inventer les boussoles. Avant cela, les gens naviguaient le long du rivage ou simplement vers les îles qu'ils pouvaient voir. Grâce aux boussoles, les premiers marins pouvaient indiquer leur destination pour que d'autres personnes puissent y aller aussi. Maintenant que nous disposons de toutes ces nouvelles technologies, la question est de savoir si cet astéroïde est toujours là en bas. Comment pouvons-nous y aller pour le savoir? Ce ne serait pas la première fois que nous plongerions dans les profondeurs de l'océan. Nous sommes déjà descendus dans la fosse des Mariannes, la plus profonde de la Terre. L'ascension du mont Everest ressemble à une blague comparée à la fosse des Mariannes. Seulement 2 personnes y sont déjà descendues. Comme c'est tellement profond, la pression de l'eau y est incroyable. Et la seule façon de descendre est de se mettre dans un réservoir high-tech, ou dans quelque chose qui ne s'écrasera pas sous toute cette pression. Et ce genre de choses n'est pas franchement bon marché. Et là-bas en bas, juste beaucoup d'obscurité, de calme et de beauté. Et un tas d'animaux bizarres. Le triangle des Bermudes n'est pas aussi profond que la fosse des Mariannes, alors on pourrait y descendre un jour plus facilement. On pourrait trouver l'astéroïde que Christophe Colomb a vu, cette fois avec des millions de petits poissons dessus qui auraient élu domicile. Tous ces bateaux et avions perdus qui ont disparu doivent être là quelque part aussi. Ou bien nous pourrions voir quelque chose que nous n'attendions pas. Nous pourrions aussi trouver d'anciennes espèces de calamars, de requins et de tortues avec des capacités spéciales, comme une vision nocturne. Nous pourrions trouver de l'or. Des navires remplis d'or et d'argent ont coulé sur leur chemin du retour des Amériques vers l'Europe. Certaines épaves présentaient des traces de feu, d'autres ont été séparées en 2 et la plupart sont toujours là. Une fois, des plongeurs japonais ont trouvé une ancienne pyramide sous-marine. Ils ne savent même pas si elle était naturelle ou si elle a été fabriquée par l'homme. Dans la mer Baltique, quelqu'un a capté une image bizarre au sonar d'un vaisseau spatial. Ou simplement c'est un rocher avec un aspect étrange? Un lac suisse cachait une belle voiture ancienne. Après avoir été sortie sur la rive et nettoyée, elle a été vendue pour plus de 350 000 $. Les pneus étaient encore gonflés. Des pêcheurs japonais ont trouvé un jour un petit bateau rond avec un couvercle en verre. Il y avait une femme avec des cheveux roux à l'intérieur. Certains pensaient que c'était un conte de fées devenu réalité. D'autres pensaient que c'était une créature magique et d'autres encore que c'était une espionne. Le triangle des Bermudes fait peur, mais les îles qui sont proches sont géniales. Les Bermudes sont une petite île où l'on parle anglais, et les autres points du triangle sont la pointe de la Floride et l'île américaine de Porto Rico. Tu voudrais la visiter? Le voyage a commencé comme n'importe quel autre. Le cargo SS Cotopaxi entame une nouvelle traversée vers la Havane, à Cuba, pour livrer du charbon. Nous sommes le 29 novembre 1925, mais pour le capitaine Meyer et son équipage, le départ du port de Charleston, en Caroline du Sud, sera le début du dernier voyage du navire. Son itinéraire passe par le triangle des Bermudes. 2 jours après avoir entamé le voyage, le Cotopaxi envoie un signal de détresse. Il a été pris dans une forte tempête tropicale et s'est renversé sur le côté. Le vent était très fort et il y avait aussi de puissants éclairs. La pluie a peu à peu rempli la cave du navire. Puis il y a eu un éclair blanc et le bateau a disparu sans laisser de traces. Plus tard, son épave est retrouvée dans le désert de Gobi qui se trouve dans une toute autre partie du monde. Les 32 membres de l'équipage, y compris le capitaine, sont portés disparus. Bien sûr, la partie concernant le désert de Gobi est fictive, mais pour l'un de ses films, Steven Spielberg a eu l'idée de faire déplacer le navire par des extraterrestres. Pourtant, dans la réalité, le navire n'a jamais été retrouvé et son équipage n'a vraiment laissé aucune trace. Il a été officiellement déclaré disparu 1 mois plus tard et personne n'a retrouvé l'épave. Cela semble être un cas classique d'événements mystérieux qui se produisent dans le triangle des Bermudes. Mais la plupart des mystères sont résolus tôt ou tard. En 2020, le Cotopaxi a en effet été retrouvé. Un homme du nom de Michael Barnett s'est installé en Floride pour étudier les épaves au large des côtes. Une épave en particulier a attiré son attention. Elle était beaucoup plus grande que les autres, et les locaux la surnommaient l'épave de l'ours. Elle se trouvait à environ 60 km de Saint-Augustine, dans le nord de la Floride. Mais personne n'avait jamais réussi à identifier la coque rouillée. Alors Michael a commencé à faire un travail de détective. Il a mesuré la taille de l'épave et a commencé à travailler sur toutes les informations qu'il a pu glaner. Il a fait des recherches dans des centaines de vieux journaux, a feuilleté les dossiers d'assurance et a examiné les artefacts trouvés sur l'épave. Après des centaines d'heures de travail acharné, Michael en était désormais persuadé. C'était bien le Cotopaxi.
Mais quelques années auparavant, une rumeur avait circulé selon laquelle ce même navire avait été retrouvé au large des côtes de Cuba. Les gardes-côtes avaient retrouvé l'épave d'un cargo de la même taille qui ressemblait beaucoup à celui qui avait été perdu en 1925. Michael était convaincu qu'il se trompait, alors il s'est associé à des journalistes scientifiques et a continué à enquêter. Bientôt, ils ont découvert quelque chose qui semblait confirmer la théorie de Michael. Des plongeurs ont trouvé des valves en laiton avec les lettres SV dans l'épave du navire. Michael a suggéré que ces initiales faisaient référence à la Scott Valve Manufacturing Company. Le siège de cette société se trouvait dans le Michigan, non loin de l'endroit où le Cotopaxi avait été construit. La société avait probablement fourni des pièces pour le Cotopaxi. L'énigme semblait donc résolue. L'épave de l'ours était en fait le cargo manquant. Mais Michael devait encore découvrir pourquoi le navire avait coulé. Quelque chose de mystérieux est-il vraiment arrivé au Cotopaxi dans le triangle des Bermudes ? Plus tard, Michael a retrouvé le témoignage du charpentier du navire parmi de vieux papiers. Le charpentier affirmait que les écoutilles couvrant le charbon du navire étaient dans un état désastreux avant le naufrage. Les travaux de réparation des panneaux n'étaient pas terminés avant que l'équipage n'ait reçu l'ordre de partir pour Cuba. Donc si les panneaux d'écoutille étaient encore endommagés pendant le voyage, l'eau aurait pu facilement s'infiltrer à bord. Cette eau a probablement inondé la cale pendant la tempête tropicale. C'est sans doute la véritable raison pour laquelle le Cotopaxi a coulé. Il n'y avait vraiment rien de mystérieux là-dedans, juste une erreur commise par des gens ordinaires. Ce n'est là qu'un exemple parmi des dizaines, voire des centaines de navires et d'avions disparus dans le triangle des Bermudes. On ne sait toujours pas expliquer certains de ces incidents. Il semble qu'il y ait vraiment quelque chose de bizarre qui se passe là-bas. L'un de ces événements étranges s'est produit en 1948. Un avion de ligne se dirigeait vers Miami depuis San Juan, Porto Rico. Il a disparu dans la même zone que le Cotopaxi. Les 32 personnes à bord ont disparu sans laisser de traces. Le ciel était pourtant dégagé pendant tout le vol, mais les experts pensent que lorsque l'avion se trouvait à environ 75 km de la côte, il a pu être frappé par un fort vent qui l'a fait dévier de sa trajectoire. Des années plus tard, un avion similaire a été retrouvé dans la région du Triangle des Bermudes. Mais comme personne n'a pu établir l'immatriculation, il était impossible de dire avec certitude s'il s'agissait du même aéronef. Un événement encore plus étrange s'est produit peu de temps avant, en 1945. 5 avions ont disparu en même temps. Des pilotes stagiaires s'exerçaient à la navigation, mais quand ils ont terminé, il semble qu'ils n'aient pas pu retrouver leur chemin et qu'ils aient disparu. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont tombés en panne de carburant. Cela semble probable, mais les circonstances étaient quand même très étranges. Les stagiaires étaient supervisés par un pilote expérimenté qui avait 2500 heures de vol à son actif. Jamais il n'aurait laissé un groupe de pilotes débutants s'éloigner autant de leur base. Encore aujourd'hui, les gens débattent de ce qui aurait pu se passer. Certains insistent sur le fait que les pilotes ont rencontré quelque chose de surnaturel dans le triangle des Bermudes. Mais qui sait ? Et voici un autre événement étrange qui s'est produit là-bas et qu'aucun expert n'a jamais pu expliquer. Le voyage dans le temps. En 1970, Bruce Gernon pilotait un avion entre l'île d'Andros et la côte de Floride. Alors qu'il se trouvait à 3500 mètres d'altitude, un nuage géant est apparu devant lui. Il grossissait à vue d'œil et le pilote n'a pas eu d'autre choix que de le traverser. Dès qu'il l'a fait, l'avion a été plongé dans l'obscurité. C'était comme si le jour s'était transformé en nuit en une fraction de seconde. Soudain, Bruce a commencé à voir des éclairs de lumière blanche autour de lui. Il était si brillant qu'ils illuminaient tout le ciel. Mais il était sûr que ce n'étaient pas des éclairs, même s'il ne pouvait pas vraiment expliquer ce que c'était. L'avion a continué à traverser l'étrange nuage pendant près d'une demi-heure. Bruce a remarqué que le nuage avait changé de forme pendant ce temps. L'espace autour de l'avion s'est transformé en un tunnel. Puis le tunnel a commencé à se rétrécir. Bruce est devenu très nerveux alors qu'il essayait de faire face aux commandes de l'avion. Tous ses instruments et son équipement de navigation devenaient fous et l'électronique a cessé de fonctionner. Puis une lumière blanche est apparue à la fin du tunnel. Comme dans les films, l'avion s'est échappé du tunnel de nuages qui se refermait à la toute dernière seconde. Tout allait bien, mais Bruce se retrouvait maintenant dans un brouillard blanc. Il n'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait. Il a alors réussi à contacter le contrôle au sol. Il a été choqué lorsqu'il a appris que son avion se trouvait déjà dans l'espace aérien, au-dessus de Miami. Il semblait que quelque chose d'impossible s'était produit. Bruce devait couvrir une distance d'environ 400 km pendant le vol. Cela prenait généralement environ 1h30. Mais il avait réussi en seulement 47 minutes, presque 2 fois plus vite que la normale. Quand Bruce a atterri, il est allé vérifier la quantité de carburant restant dans le réservoir. Il s'est avéré qu'il avait également consommé beaucoup moins que la quantité normale de carburant. Peut-il y avoir une explication logique à cet avion qui voyage dans le temps ?
Eh bien, les archives montrent qu'un grand nombre de taches solaires ont été détectées à la surface du Soleil ce jour-là et qu'il y avait un fort vent solaire. Cela aurait pu facilement rendre fous les appareils électroniques et les dispositifs de l'avion. Mais qu'en est-il du mystérieux nuage ? La côte de Floride est une zone où deux grands courants d'air se rencontrent. L'un a une pression élevée et l'autre une pression faible. Cela provoque beaucoup de nuages orageux dans la région, mais les gens se demandent encore comment Bruce a pu couvrir cette distance aussi rapidement. Certains disent qu'une sorte de mystérieuse énergie noire a été impliquée. D'autres disent qu'il s'agissait d'une anomalie gravitationnelle qui a courbé l'espace et le temps. D'autres encore pensent que Bruce n'est qu'un imposteur. Nous ne connaissons toujours pas la vérité. Alors y a-t-il vraiment quelque chose de surnaturel dans le triangle des Bermudes ? Ou est-ce que ce ne sont que des coïncidences et des histoires inventées de toutes pièces ? La vérité est que les avions et les navires ne disparaissent pas plus dans le triangle des Bermudes que partout ailleurs dans le monde. 10 avril 1912. Tu te trouves sur la côte atlantique, dans une petite ville portuaire. Des centaines de personnes s'apprêtent à embarquer avec toi à bord de l'immense et majestueux Titanic. Il est 3 fois plus long que la Statue de la Liberté. Ce navire, réputé insubmersible, est considéré comme l'embarcation la plus avancée de son époque. Tu peux voir des centaines de hublots sur son pont et l'inscription « Titanic » brille sur son immense coque. Ce jour-là, le célèbre paquebot a entamé son premier et dernier voyage de Southampton à New York. Mais maintenant, tu vas voir une autre histoire. Tu entends un membre de l'équipage annoncer le début du voyage du Titanic. Il naviguera cette fois de l'Afrique aux Bermudes. Et la cause de son naufrage ne sera pas du tout un iceberg. Pendant 4 jours, le Titanic navigue dans les eaux de l'Atlantique Nord. Le soleil réchauffe tellement le navire que durant la journée, tous les passagers restent à l'intérieur. Ce n'est que le soir, quand la brise fraîche descend sur l'océan, que tous les gens sortent sur le pont pour regarder le magnifique coucher de soleil. 15 avril, minuit. Tu es assis dans ta cabine en train de lire. D'habitude, tu dors à cette heure-ci, mais là, tu ne fais que feuilleter les pages l'une après l'autre. Tu fermes ton livre et regardes autour de toi. Tu as l'impression que quelqu'un t'observe. Tu te lèves, tu as des sueurs froides. Un inexplicable sentiment d'anxiété imprègne ton corps et te fait frissonner. Tu regardes par le hublot de la cabine sur lequel les embruns de l'océan viennent se coller. Mais tu ne vois rien. Il y a juste un épais brouillard dehors. Tu sors de ta cabine. Plusieurs passagers ont également quitté leur lit en raison d'un étrange pressentiment de danger. Ils te saluent et te demandent ce qui ne va pas, mais personne ne le sait. Tu te diriges vers les escaliers pour sortir sur le pont. À ce moment-là, le sol se dérobe sous tes pieds. Une forte secousse te fait tomber. Un grondement résonne dans tout le bateau. Tu te relèves et tu vois tout le monde sortir de sa cabine. Tu cours dans les escaliers et croises un membre de l'équipage. Il ne dit rien, mais ses yeux sont emplis de peur. Tu montes sur le pont et ne peux presque rien voir. Un brouillard épais s'est installé sur le navire. Plusieurs passagers se tiennent la tête comme s'ils avaient la migraine. Tu vois le capitaine et tu lui demandes ce qui se passe. Il avoue qu'il n'a aucune idée de l'endroit où vous êtes. Il tient une boussole dans la main, la flèche tourne dans toutes les directions. Il est impossible de déterminer où se trouve exactement le navire. Il est intéressant de noter que le triangle des Bermudes n'existait pas avant 1964 et que les premiers rapports de disparition dans cette zone remontent au milieu du 19e siècle. Encore une secousse. Cette fois, tu es resté debout. C'est comme si quelque chose d'énorme avait frappé le bateau. Tu cours vers la balustrade et regardes par-dessus bord. À travers le brouillard, tu vois un énorme aileron de requin. Tu ne le distingues pas entièrement, mais d'après ce que tu as vu, il a l'air d'être aussi long qu'un wagon de train. Le requin s'éloigne, mais après quelques secondes, on peut de nouveau voir son aileron. Il s'approche rapidement du bateau et saisit la coque en fer dans ses énormes mâchoires. Le pont tremble. On peut entendre le grincement du métal. On dirait que cet énorme prédateur vient de faire un trou dans la coque. Une seule créature sur la planète peut faire ça, le mégalodon. C'est un ancien prédateur marin qui mesurait près de 18 mètres de long. Le mégalodon n'avait aucun prédateur. Il était au sommet de la chaîne alimentaire. On pense qu'il a disparu il y a des millions d'années, mais l'océan n'a été exploré qu'à 5%. Et il est là, bien vivant, nageant dans les eaux mystérieuses du triangle des Bermudes. Tout le monde panique à bord. Les gens des ponts inférieurs montent à l'étage. Le Titanic coule lentement et se couche sur le côté. Tout le monde se dirige vers les canaux de sauvetage.
Mais personne n'ose y monter tant que le monstre rôde. La proue du navire s'enfonce dans l'eau. Tu te trouves à bâbord et tu vois le mégalodon mordre de nouveau la coque en acier. Tu cries aux passagers qui se trouvent à l'arrière que le mégalodon est occupé et qu'elles ont le temps d'évacuer. Les premiers canots de sauvetage descendent à l'eau. Certains passagers sautent par-dessus bord. Heureusement, l'eau est beaucoup plus chaude que l'endroit où le Titanic a réellement coulé. Tu enfiles un gilet de sauvetage et tu sautes à l'eau. Le mégalodon attaque encore le navire et l'entraîne dans les profondeurs. L'odeur des cuisines du paquebot a dû l'attirer. Tu te retrouves au milieu des débris et des canots de sauvetage. Le brouillard se lève enfin. Le ciel étoilé illumine la surface de la mer. Des gens t'aident à monter sur un canot de sauvetage. Tout le monde veut s'éloigner le plus vite possible du bateau qui sombre. Tu vois l'énorme requin qui nage autour de l'épave. À ce moment, quelque chose distrait le prédateur qui s'éloigne. La moitié du navire a coulé et l'autre partie ressemble à une bougie qui flotte sur l'eau. L'océan est calme, le ciel est dégagé, il n'y a pas de vent. Sur le côté, tu vois une énorme vague grossir derrière le Titanic. Elle fait environ 15 mètres de haut, soit un immeuble de 5 étages. Elle renverse le navire comme si c'était un bateau de papier. La vague disparaît dans l'eau aussi rapidement qu'elle est apparue. Tu viens d'être témoin d'une vague scélérate. Ce phénomène se produit partout dans le monde. Des vagues gigantesques apparaissent soudainement, engloutissent des navires et disparaissent sans laisser de traces. Les scientifiques n'ont toujours pas déterminé leur nature exacte. Mais selon la théorie la plus populaire, ces vagues sont formées par vampirisme cinétique. Selon certaines conditions naturelles, des vagues s'accumulent et échangent de l'énergie cinétique. Parmi toutes ces vagues, il se forme une vague vampire qui absorbe l'énergie des autres. Lorsqu'une grande quantité d'énergie est accumulée, un mur d'eau se forme et décharge sa puissance. Certains pensent que de nombreuses disparitions de navires dans le triangle des Bermudes sont dues à des vagues scélérates. Les naufragés se calment, l'un d'eux envoie une fusée dans le ciel. Tu scrutes l'océan et tu vois l'aileron du mégalodon surgir de l'eau. Il fait la taille d'un voilier et il fonce sur toi. Tu rames aussi vite que possible, les gens appellent à l'aide, il n'y a aucune chance de s'échapper. Le monstre se rapproche de plus en plus. La tête du requin émerge de la surface de l'eau. Il ouvre une énorme gueule remplie de centaines de dents acérées. Chacune d'elles fait la taille de ta main. Le canot pourrait tenir entièrement dans la gueule du requin. Il pourrait t'avaler tout rond. Le requin s'arrête subitement et ferme sa gueule à moins d'1 mètre du canot. Tu vois l'eau bouillonner autour de toi. Plusieurs tentacules géants surgissent des profondeurs et s'enroulent autour du mégalodon. Il tire le requin vers le fond. Tu regardes par-dessus bord et vois une lueur violette apparaître avec un cercle noir en son centre. Les autres passagers la remarquent aussi. L'un d'eux se met à crier « Il nous regarde !» En moins d'1 seconde, un frisson parcourt tout ton corps. Cette lueur violette est un œil et le cercle noir est sa pupille. La créature qui te regarde en ce moment est si grande que le canot ne semble être qu'un grain de riz pour elle. C'est le Kraken. Ce calmar géant, un monstre mythologique qui a détruit des centaines de navires, mais dont l'existence n'a jamais été prouvée. Heureusement, le canot dans lequel tu te trouves est trop petit pour l'intéresser. Tu peux voir son œil s'éloigner pendant que ses énormes tentacules tirent le mégalodon dans les profondeurs de l'océan. 1 heure passe et un autre paquebot arrive sur le site du naufrage. Tous les passagers sont secourus. Tu regardes la mer, calme, là où le Titanic vient de sombrer. Tu montes à bord du bateau de sauvetage en te promettant de ne plus jamais faire de croisière. Le 31 mai 1911, la construction du 2e paquebot de la société White Star Line est enfin terminée après 2 ans de travaux. Il sera prêt pour son premier voyage 1 an plus tard. C'est le navire le plus luxueux du monde. Il s'appelle Titanic. Tu viens de lire les nouvelles révolutionnaires dans le Daily Herald et décides de t'offrir un voyage sur ce joyau flottant. Tu te rends au siège de la White Star Line à Londres pour t'acheter un billet. Tu obtiens le tarif le moins cher en première classe pour 30 livres sterling. Cela représenterait plus de 4 500 $ actuels. Mercredi 10 avril 1912. Le grand jour est enfin arrivé. Tu dois être à Southampton à 9h30.
Les passagers de 3e classe montent les premiers à bord du navire, puis les secondes et les premières classes suivent 1 heure avant le départ du bateau. Les stewards à bord accueillent tout le monde et les conduisent à leur cabine. Maintenant, c'est à ton tour. Le majestueux navire qui se trouve devant toi est plus grand que tu ne l'imaginais. Alors que tu embarques sur le Titanic, le capitaine Edward Smith en personne te salue. Ton voyage va bientôt commencer. Lorsque le paquebot fera escale à Cherbourg et à Queenstown, il y aura plus de 2200 passagers et membres d'équipage à bord qui entameront leur voyage transatlantique. Le Titanic est prêt à appareiller et sur le pont, tu entends les klaxons alors que tu fais tes adieux aux personnes qui se trouvent en dessous. Mais quelques minutes plus tard, tu sens un mouvement de panique sur le pont. Tu cours jusqu'à la rambarde pour voir ce qui se passe. C'est un autre navire qui s'approche trop près. Sur le flanc, on peut lire SS City of New York. Le Titanic vient à peine de quitter le quai, mais on dirait qu'il va y avoir une collision. Le capitaine parvient à s'éloigner de l'autre navire à quelques mètres près. Ouf, on l'a échappé belle. Le navire devrait normalement arriver à New York 1 semaine plus tard, le 17 avril. Mais c'est seulement si les choses se passent bien comme prévu. Le temps est dégagé jusqu'au dimanche 14. En traversant un courant froid, le navire rencontre d'énormes vagues et des vents violents. La nuit est calme mais froide. Le Titanic commence à recevoir des mises en garde d'autres navires au sujet de blocs de glace à la dérive dans les grands bancs de Terre-Neuve. Cette fois-ci, l'immense navire ne continue pas à voyager à pleine vitesse. Au lieu de cela, le capitaine ralentit. Il veut s'assurer que les vigies auront tout le temps nécessaire pour repérer les icebergs en cours de route, même si cela implique d'arriver à New York avec du retard. Il est 11h40 du soir. Le vigie Frederick Fleet aperçoit un iceberg de taille colossale droit devant lui. Il alerte immédiatement le pont. Le premier officier dit au timonier de contourner l'iceberg et le reste de l'équipage doit donc arrêter les machines immédiatement. Tout le monde à bord collabore pour éviter l'obstacle. Mais dans cette version de l'histoire, le timonier ne panique pas. Il tourne immédiatement la roue dans la bonne direction pour s'éloigner de l'iceberg. Un grand nombre de passagers ont déjà été réveillés par l'agitation et les bousculades. Certains se rendent sur le pont en chemise de nuit et en pyjama pour voir ce qui se passe. Quelques-uns jettent un coup d'œil sur le côté droit du navire pour mieux comprendre. Toi et tous les autres, observez ce qui se passe anxieusement en vous agrippant à la rambarde. Le stress et le froid vous font frissonner. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander si le Titanic va entrer en collision avec l'iceberg. Il se rapproche de plus en plus. Les gens retiennent leur souffle. Il fait un silence de cathédrale. Et puis, à quelques centimètres près, le navire longe lentement le monstre de glace. Il n'y a pas eu de contact. Aucune fissure dans la coque sur des centaines de pieds de longueur qui auraient permis à l'eau d'envahir les compartiments inférieurs. Tout le monde commence à applaudir et à s'embrasser. Après avoir fait toutes les vérifications nécessaires, le capitaine annonce officiellement que tout est en ordre. Il invite les passagers sur le pont à entrer pour prendre une tasse de thé chaud avant de regagner leur cabine. Tu suis un groupe et tu vois le capitaine qui sort pour aller rapporter l'incident. Il alerte également les autres navires dans l'Atlantique Nord pour qu'ils ralentissent et soient vigilants. Parmi ces navires se trouve le Carpathia. Non, il continue sa route, inutile de venir au secours du Titanic ce soir. RMS Titanic atteint enfin sa destination le 17 avril 1912. Il a 8 heures de retard, mais il est en sécurité. Des milliers de personnes viennent sur les quais de New York pour admirer le plus luxueux navire du monde. Son premier voyage a été couronné de succès. Avant de débarquer du navire, certains passagers échangent leurs adresses pour s'écrire des lettres, comme les joueurs de tennis Richard Norris et Carl Baer. Tous deux étaient à bord du Titanic. Mais par contre, cette fois-ci, Norris n'a pas passé des heures dans les eaux froides de l'Atlantique Nord à essayer d'aider les autres passagers, risquant de perdre ses jambes à cause de l'hypothermie. Et Baer n'a jamais été sur un canot de sauvetage avec sa petite amie, où il l'a demandé en mariage. Non, cette fois il l'a fait en présence de ses amis et de sa famille, et ils ont tous célébré les fiançailles. Les deux joueurs de tennis ont fini par jouer leur premier match ensemble plus tard, en 1912. Norris est devenu l'un des meilleurs joueurs de sa génération et a remporté la Coupe Davis à 5 reprises. Margaret Brown rentrait aux États-Unis pour voir son petit-fils malade. Dans cette version de l'histoire, elle n'a pas eu à aider les passagers à monter dans les canots de sauvetage et n'est jamais montée elle-même dans le canot de sauvetage numéro 6.
Quand Brown descend du bateau, elle court vers son petit-fils. Cette fois, elle n'a pas rencontré les membres de l'équipage, ni le capitaine du Carpathia pour lui remettre une coupe honorifique en argent. Elle continue à mener des actions philanthropiques, mais elle ne sera jamais connue sous le nom de l'insubmersible Molly Brown. Violette Jessop n'a jamais aimé l'idée de naviguer dans l'Atlantique Nord, car elle savait à quel point le temps pouvait être mauvais. Elle était prudente, puisqu'elle venait déjà de survivre à un accident quelques mois plus tôt. C'était sur le navire-sœur du Titanic, l'Olympique. Mais ses amis l'avaient convaincue de rejoindre l'équipage du légendaire navire. Cette fois, elle n'a pas été appelée sur le pont pour aider les passagers et n'est jamais montée à bord du canot de sauvetage numéro 16. Elle a continué à travailler sur le Titanic jusqu'à sa retraite. Cela signifie qu'elle n'a jamais été engagée comme infirmière sur le Britannique. Et en novembre 1915, Jessop n'a donc pas connu le 3e naufrage auquel elle aurait survécu. Le chef d'orchestre, Wallace Hartley, est parti en voyage pour établir de nouveaux contacts possibles en vue d'un futur travail. Mais il a continué à jouer pour divertir les passagers. Cette fois, il n'a pas joué de musique devant une foule en proie à la panique alors que le navire coulait. Il a survécu. Il est retourné chez sa fiancée, s'est marié et a fondé une famille. Il continue à divertir les gens sur le North Atlantic Run. Cette fois, sa fiancée en deuil n'a jamais reçu son violon. Et les souvenirs historiques du Titanic n'ont jamais été vendus en 2013 pour 1,7 million de dollars. Bert Main a rencontré l'amour de sa vie, Quick Baxter, à Bruxelles, alors qu'elle voyageait avec sa mère et sa sœur. Baxter voulait emmener Main avec lui. Alors, il lui a secrètement réservé une cabine sous le nom de Madame de Villiers. Cette fois, il n'a jamais eu à guider sa famille vers un canot de sauvetage. Sa famille a rencontré sa petite amie en descendant du navire et non sur le canot de sauvetage numéro 6. Cette fois, Baxter a survécu. Il est retourné au Canada avec sa petite amie qui n'est jamais reparti seul en Europe. Le neveu de Main ne trouvera jamais dans son placard une boîte à chaussures contenant des souvenirs du Titanic. Dorothy Gibson jouait au bridge ce soir-là avec un couple de banquiers new-yorkais. Lorsqu'elle est retournée dans sa cabine avec sa mère, elle n'a jamais entendu ce long craquement affreux. Et elle n'est jamais montée à bord du canot de sauvetage numéro 7. Et en mai 1912, elle ne tient pas le rôle principal dans un film consacré au fait qu'elle a survécu au Titanic, puisqu'il n'y a pas eu de naufrage auquel il aurait fallu survivre. Elle a ensuite fait de grandes choses et elle a finalement déménagé en France avec sa mère. Dans cette histoire hypothétique, le Titanic a poursuivi sa carrière avec succès. Il est resté le navire le plus luxueux du monde pendant de nombreuses années. Il a fait le North Atlantic Run d'innombrables fois et il a réussi à transporter les passagers et le courrier là où il devait aller. Après 25 ans de service, l'ancien paquebot a été mis au rebut. Un autre grand navire l'a remplacé. Il avait plus d'espace pour les canots de sauvetage et un pont assez grand pour que les gens puissent marcher et jouer. La compagnie White Star Line finira par fusionner avec ses concurrents. Mais cette fois, comme leurs navires n'ont pas coulé, ils ont réalisé suffisamment de bénéfices pour continuer à être prospères. En 1980, la compagnie est devenue une grande compagnie aérienne. Leur premier voyage a été de Dublin à New York. L'avion de la compagnie aérienne a été surnommé Titanic en l'honneur du navire historique. Et cette fois, en 1985, la seule chose que les océanographes trouvent au fond de l'Atlantique Nord, ce sont des coraux, des poissons et des mollusques. Et un assez grand collier de diamants bleus. Attendez, non, juste des morceaux de verre bleu. Pas grave. Ils étaient en route pour le Nouveau Monde quand une collision avec un iceberg a anéanti tous leurs rêves et leurs espoirs. Ce fut la panique, il y eut des larmes et des adieux déchirants, comme ceux de Jack et Rose. Mais est-ce vrai ? Voyons si tu connais la véritable histoire du Titanic. L'histoire d'amour de Jack Dawson et Rose DeWitt Bukater est inspirée de faits réels. Qu'en dis-tu ? Est-ce un mythe ou une réalité ? L'histoire d'amour la plus émouvante du Titanic a en fait été entièrement inventée par le scénariste et réalisateur du célèbre film James Cameron. Certains passagers figurant dans le film ont pourtant bien existé, et, pure coïncidence, il y avait un J. Dawson à bord. Mais il s'appelait Joseph, pas Jack, et travaillait comme soutier.
L'objet le plus cher disparu avec le Titanic est un tableau de Pablo Picasso. Est-ce vrai selon toi ? C'est un mythe, une fois encore, inventé par le scénariste du film. L'objet le plus précieux ayant coulé avec le Titanic est probablement un tableau de Mary-Joseph Blondel réalisé en 1814. Parmi les autres objets de valeur figurait un violon appartenant à Wallace Hartley, le musicien qui insista pour jouer jusqu'au tout dernier moment. Il y avait aussi une Renault type CB coupé de ville de 1912 qui coûterait aujourd'hui des millions de dollars. Un manuscrit de Joseph Conrad, des premières éditions de livres de Francis Bacon, 5 grands pianos Steinway et, bien sûr, des assiettes et des tasses en porcelaine fine et les bijoux des passagers de première classe. Le Titanic était le plus grand et le plus luxueux paquebot de son époque. Est-ce que c'est vrai selon toi ? Oui, c'est tout à fait vrai. En avril 1912, le Titanic était le plus grand navire jamais construit. Il mesurait 270 mètres de long et avait une capacité maximale de 2435 passagers. Ce n'est pas grand-chose comparé au plus grand bateau de croisière actuel, le Symphony of the Seas. Il est juste un peu plus long que le Titanic, mais peut accueillir plus de 2 fois plus de personnes. Mais aucun paquebot n'a jusqu'à ce jour encore battu le Titanic en termes de luxe. Sa construction aurait aujourd'hui coûté plus de 200 millions de dollars. Les billets étaient assez chers. Et oui. En première classe, il fallait débourser l'équivalent de 1700 dollars et jusqu'à 50 000 dollars pour l'une des 2 plus belles suites. Les billets de seconde classe coûtaient 700 dollars d'aujourd'hui. Une place en troisième classe coûtait entre 170 et 460 dollars actuels. La plupart des passagers du navire insubmersible ont survécu. Vrai ou faux ? Malheureusement, c'est faux. Seuls 37% des passagers ont survécu à la terrible collision. Environ 61% des passagers de première classe, 42% des passagers de seconde classe et 24% des passagers de troisième classe s'en sont sortis vivants. Le Titanic traversait le triangle des Bermudes au moment où les choses ont mal tourné. Et c'est probablement pour cela qu'il a coulé. Qu'en dis-tu ? Mythe ou réalité ? C'est un mythe à 100%. Le Titanic ne s'est jamais même approché du triangle des Bermudes. Le paquebot a coulé à environ 645 km au sud de Terre-Neuve, ce qui est très très loin au nord des Bermudes, la zone tristement célèbre où des navires et des avions disparaissent sans laisser de traces. La Lune est peut-être responsable du naufrage du Titanic. Vrai ou faux ? Ça, c'est vrai. La Lune affecte fortement les marées terrestres. Plus la Lune est proche de la Terre, plus les marées sont fortes à cause de la gravité croissante de notre satellite. En 1912, la Lune était si proche qu'elle a provoqué la rupture de plusieurs glaciers au Groenland. Les énormes morceaux de glace détachés des glaciers ont commencé à dériver vers le sud. La superlune est apparue juste 6 minutes après une grande marée. L'alignement de la Lune, du Soleil et de la Terre fait que leur gravité combinée atteint alors son maximum, et ce, 2 fois par mois. La veille, notre planète s'était rapprochée au plus près du Soleil, rendant la gravité encore plus forte. C'est cette combinaison d'événements qui a entraîné l'une des marées les plus puissantes de l'histoire. Les icebergs qui se détachent des glaciers du Groenland dérivent vers les eaux côtières du Labrador et de Terre-Neuve où ils s'échouent souvent. Pour continuer, ils doivent soit fondre et devenir plus légers, soit profiter d'une marée haute qui les entraînera plus loin. La marée de 1912 était aussi haute que possible. Plusieurs routes maritimes furent donc déplacées vers le sud en raison de l'exceptionnelle quantité d'icebergs. Mais pas celle du Titanic, bien sûr, car on le croyait insubmersible. Il a fallu 4 heures et 40 minutes au Titanic pour couler. Vrai ou faux ? C'est faux.
Si tu t'y connais en la matière, tu sais certainement qu'il a en réalité fallu 2 heures et 40 minutes. C'est plutôt lent étant donné les dégâts causés par l'iceberg. C'est sa construction moderne qui l'a empêché de couler rapidement. Il y avait 16 compartiments étanches dans la partie inférieure du navire. Il devait le protéger en cas de voie d'eau. Lorsque l'iceberg s'est écrasé sur la coque, il a brisé 6 des compartiments. Le Titanic aurait pu continuer à flotter si seulement 4 d'entre eux avaient été endommagés. L'eau a rempli les 6 premiers compartiments en 1 heure. Cela a entraîné une légère inclinaison du navire sur le côté droit. Une fois ces compartiments remplis, l'eau a commencé à se déverser dans le 7e. Et à partir de ce moment, le naufrage a commencé à accélérer. La proue du navire s'est enfoncée dans l'eau et la poupe s'est soulevée. Les fusées de détresse ont joué un rôle important dans la tragédie du Titanic. Vrai ou faux? Qu'en penses-tu? C'est vrai. Lorsqu'un navire coule, les membres de l'équipage doivent envoyer des fusées de détresse rouges. Cela indique à tous les navires à proximité qu'un bateau est en danger. Mais pour une raison inconnue, quelqu'un avait mis des feux blancs dans la caisse à fusée du Titanic. Lorsque le navire s'est écrasé contre l'iceberg, les membres de l'équipage ont donc lancé des fusées blanches. Un autre navire, le SS Californian, se trouvait non loin à ce moment. Son capitaine savait que le Titanic traversait une zone dangereuse. L'équipage du SS Californian n'a pas vu le Titanic couler dans l'obscurité, mais ses fusées blanches étaient visibles. La communication radio entre les deux navires ne fonctionnait pas. L'opérateur avait éteint son récepteur. Le capitaine du SS Californian a alors envoyé un message à l'aide d'une lampe de signalisation Morse. Mais il était trop tard. Le navire était déjà sous l'eau. Personne ne pouvait donc plus répondre. Un autre navire, le Samson, naviguait tout près du Titanic. Il progressait tout feu éteint afin de chasser le phoque, une pratique illégale. Lorsque son capitaine a vu les fusées blanches du Titanic, il a pensé qu'il s'agissait des gardes-côtes. Le Samson s'est alors éloigné aussi vite que possible. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient abandonné les passagers à leur sort tragique après leur arrivée en Islande. En 1996, une expédition a réussi à faire remonter le Titanic du fond de l'océan. Est-ce vrai ou faux selon toi? Si tu dis faux, tu as raison. Différentes idées ont été proposées sur la façon de remonter le Titanic. Utiliser de l'air comprimé, une cage de mailles, le recouvrir d'azote liquide ou encore se servir d'aimants très puissants. La seule véritable tentative a eu lieu en 1996 et elle a échoué de façon spectaculaire. L'objectif était de soulever une partie de sa coque qui pesait environ 21 tonnes. Ce morceau aurait été le plus grand à revoir la lumière du jour, si l'opération avait réussi bien entendu. 4 grandes bouées remplies de diesel ont été descendues au fond de l'océan et attachées à la coque. Puis les bouées ont commencé à soulever un morceau de plaque. Elle n'était plus qu'à 60 mètres de la surface lorsque le temps s'est soudain dégradé. Les membres de l'expédition ont alors décidé de tirer la plaque vers des eaux plus calmes à environ 130 km de là. Mais bien avant qu'ils atteignent cette destination, la plaque s'est brisée en deux et une partie est redescendue au fond de la mer. 2 des bouées semblent s'être détachées et la coque a coulé. Le Titanic tomberait très probablement en poussière si l'on essayait à nouveau de le faire remonter. Alors, combien de bonnes réponses as-tu obtenues? Dis-moi tout dans les commentaires ci-dessous. Il y a plus d'1 siècle, le Titanic a heurté un iceberg et a coulé au fond de l'océan Atlantique. Sur les 2240 personnes à bord, seuls 700 environ ont survécu. Depuis, la tragédie a fait l'objet d'une infinité de films, de documentaires et de livres. Et bien que nous ayons appris beaucoup de choses sur le navire et de nombreuses personnes qui se trouvaient à bord, nous ne savons presque rien de l'iceberg responsable de la catastrophe, notamment concernant sa taille. Mais peut-être pouvons-nous trouver quelques indices. Le Titanic a été construit par la White Star Line dans le cadre de sa nouvelle flotte de paquebots. À l'époque, c'était le plus grand navire jamais construit, et il méritait amplement son nom. Le navire mesurait 270 mètres de long, soit l'équivalent de 2 terrains de football et demi, placés bout à bout, et 53 mètres de haut, ce qui équivaut à 10 girafes debout les unes sur les autres. De la ligne de flottaison au pont, le bateau ne faisait pas moins de 18 mètres de haut, ce qui est proche de la hauteur d'un immeuble de 4 étages. Le Titanic était assez grand pour abriter des cafés, un restaurant, une salle de lecture et d'écriture, des bains turcs,
une salle de sport et des cours de squash. Il y avait même de la place pour une piscine. Le paquebot pouvait transporter un total de 3300 personnes, dont 2435 passagers et 900 membres d'équipage. Bien que le luxe fût important, la sécurité était primordiale. Le Titanic avait été conçu pour avoir 16 compartiments étanches sous le pont. Si la coque du navire était endommagée d'une manière ou d'une autre lors d'un accident, jusqu'à 4 de ces compartiments pouvaient prendre l'eau, tandis que les 12 autres garderaient le navire à flot. Philip Franklin, vice-président de la White Star Line, a déclaré que c'était ce qui rendait le navire vraiment remarquable. Il aurait dit quelque chose comme « Il n'y a aucun risque que le Titanic coule. Ce bateau est insubmersible et les passagers ne subiront que des désagréments mineurs. » L'histoire lui a donné tort. Le navire a quitté l'Angleterre pour son premier et dernier voyage le 10 avril 1912. Et il a suffi d'un seul iceberg pour faire sombrer le mastodonte des mers. Les icebergs sont fascinants. Ils se forment lors d'un processus appelé vélage, lorsque de gros morceaux de glace d'eau douce se détachent des glaciers et flottent vers le large. Ils finissent par fondre et disparaître. Dans l'hémisphère nord, la majorité de ces icebergs proviennent du Groenland. Dans le sud, ils viennent de l'Antarctique. Ce que tu vois à la surface de l'eau n'est qu'une petite partie d'un iceberg. Ce n'est que la pointe. La plus grande partie, jusqu'à 90%, est cachée sous l'eau. Ce n'est qu'en examinant des photos de l'ensemble que tu peux vraiment apprécier l'ampleur des icebergs. C'est la partie de l'iceberg qu'on ne peut pas voir qui est souvent la plus dangereuse. Sous les vagues, il peut avoir des saillies meurtrières aux endroits les plus aléatoires. Un navire peut facilement s'en approcher de trop près sans s'en rendre compte, ce qui entraîne de graves dommages au fond du bateau. Et les gros icebergs ne sont pas les seuls dont il faille se méfier. Les plus petits, qui sont plus difficiles à repérer, peuvent s'avérer tout aussi dangereux. Un bourguignon, par exemple, mesure moins de 2 mètres de large, avec un peu moins d'1 mètre au-dessus de l'eau. Et un fragment d'iceberg, légèrement plus grand, mesure moins de 5 mètres. Les dangers des icebergs étaient bien connus lorsque le Titanic a pris la mer. En 1901, l'Highlander voyageait dans le passage intérieur vers l'Alaska. Il est entré en collision avec un iceberg et a coulé immédiatement. Par chance, 138 des 178 personnes à bord ont réussi à s'en sortir. À l'époque, il n'y avait pas d'équipement spécial pour détecter les icebergs. Le meilleur outil était les yeux. Depuis un point d'observation spécial au-dessus du navire, appelé le nid de pie, 2 membres de l'équipage devaient fixer l'océan et surveiller les dangers potentiels. Le nid de pie était situé à l'avant du navire, à 15 mètres au-dessus du pont. Il était attaché au mât. De cette hauteur, on avait une bonne vue sur l'océan. Si les membres d'équipage voyaient quelque chose de suspect, ils pouvaient faire sonner une grande cloche pour déclencher l'alarme. Ensuite, ils pouvaient appeler depuis un téléphone spécial pour prévenir le capitaine de tout danger. Mais imagine quel travail difficile cela devait être, surtout la nuit où le Titanic a coulé. Le nid de pie n'était pas une pièce chaude et douillette entourée de fenêtres. Au contraire, c'était une grande plateforme ouverte exposée aux éléments. Le 14 avril 1912, la température de l'air était d'environ 4 degrés, ce qui est proche du gel. Le navire se déplaçant à environ 23 nœuds, plus de 42 km/h, si bien que les marins ont dû sentir cet air glacial fouetter toute zone de leur peau exposée. Le seul point positif de ce travail était que le quart ne durait que 2 heures. Frederick Fleet est le marin qui a repéré l'iceberg responsable du naufrage. Il était dans le nid de pie et travaillait avec Reginald Lee à ce moment-là. Fleet surveillait le côté bâbord du navire, tandis que Lee scrutait le côté tribord. Il était 22 heures lorsque les 2 hommes ont commencé leur quart. Ils avaient déjà été prévenus de la possibilité de glace. Mais par un si grand froid et de nuit, la tâche peut sembler pénible. Pire encore, les 2 hommes n'avaient même pas de jumelles pour leur faciliter la tâche. Fleet insistera plus tard sur le fait qu'avoir des jumelles aurait certainement permis d'éviter la tragédie. Alors qu'il leur restait environ 20 minutes de quart, les marins ont remarqué l'iceberg. Fleet a sonné la cloche, 1 fois, 2 fois et une 3e fois. Il a ensuite appelé le pont pour informer l'équipage.
Au début, la pelle a semblé arriver à temps. Les moteurs du navire ont fait machine arrière et l'énorme paquebot a réussi à tourner. Mais ce n'était pas suffisant pour éviter l'iceberg. Une pluie de glace s'est abattue sur le pont du navire. L'iceberg a déchiré la coque et l'eau a commencé à envahir le navire. 2h40 plus tard, le Titanic avait disparu. Et voici l'indice numéro 1. L'iceberg était assez grand pour être repéré à l'œil nu dans l'obscurité de la nuit, sans jumelles. Il était aussi assez grand pour que des morceaux de glace tombent sur le pont du navire. Comme tout cela s'est déroulé bien avant les réseaux sociaux et les smartphones, personne à bord n'a pu prendre de photos ou de vidéos à ce moment-là. Donc bien sûr, nous n'avons pas d'image réelle de l'iceberg. Mais il existe des photos de ce qui était probablement le même iceberg prises plus tard ce jour-là. Le SS Prince Adalbert naviguait près de la zone le matin du 15 avril 1912. Le steward du navire n'avait pas encore entendu parler de ce qui était arrivé au Titanic. Mais lorsqu'il a aperçu un iceberg flottant à proximité, il s'est senti obligé de le photographier. Pourquoi ? Il y avait une ligne de peinture rouge le long de la base de l'iceberg, indiquant qu'il était probablement entré en collision avec un navire au cours des 12 heures précédentes. Une deuxième photo a été prise depuis un navire appelé le Minia, qui a été envoyé dans la zone pour chercher les débris de la collision. Le capitaine de Carteret a déclaré que parmi les débris, il avait vu qu'un seul iceberg. Il a aussi remarqué une traînée de peinture rouge sur celui-ci. D'après les photos et les récits des témoins, les journaux ont estimé que l'iceberg faisait entre 15 et 30 mètres de haut et entre 60 et 120 mètres de large. C'est l'indice numéro 2. L'iceberg qui a heurté le Titanic a probablement commencé son voyage en mer depuis la côte du Groenland, en passant par la baie de Baffin jusqu'au détroit de Davis. De là, il a dû dériver à travers la mer du Labrador et a finalement atteint l'Atlantique. Et cela en soi est assez impressionnant. Les glaciers du Groenland engendrent entre 15 000 et 30 000 icebergs chaque année. Certains sont petits, d'autres gros. Parmi eux, à peine 1% atteindront réellement l'Atlantique. Les autres fondent simplement en cours de route. Nous savons que la température de l'océan Atlantique où le naufrage a eu lieu était d'environ moins 2 degrés, soit en dessous du point de congélation. Pour les humains, cela peut provoquer des engelures ou une hypothermie. Mais cette température est en fait relativement douce pour un iceberg. La plupart ne durent que 2 ou 3 ans dans l'Atlantique Nord, fondant lentement dans l'eau plus chaude. Donc il est probable que l'iceberg du Titanic ait quitté le Groenland en 1910 ou 1911 et qu'il ait complètement fondu fin 1912 ou en 1913. Mais puisqu'il est arrivé jusqu'à l'Atlantique et a réussi à causer des dommages importants au navire, nous avons l'indice numéro 3. Nous ne connaîtrons jamais avec certitude la taille de l'iceberg de ce jour-là, mais nous savons que ce n'était certainement pas un bourguignon ou un fragment d'iceberg. Ces deux types d'iceberg sont beaucoup trop petits. Et si la glace a effectivement été dispersée sur le pont pendant la collision, l'iceberg devait être un peu plus haut que 18 mètres. Les estimations des journaux sont probablement les plus proches que nous puissions obtenir. L'iceberg qui a coulé le Titanic était en effet redoutable, et les icebergs sont toujours une menace. Pas plus tard qu'en 2007, le bateau de croisière Explorer en a heurté un et a coulé dans la mer de Weddell, en Antarctique. Heureusement, tout le monde a survécu. La patrouille internationale des glaces a été créée en 1914 après le naufrage du Titanic. L'organisation est toujours en activité aujourd'hui, composée de ressortissants de plusieurs pays. À l'aide d'avions et de radars, la patrouille localise et suit les plus gros icebergs, mettant les informations à la disposition de tous ceux qui en ont besoin, et empêchant ainsi d'autres tragédies océaniques.